Si le lac d'Annecy semble désespérément se vider de son eau, les cours d'eau du département ne résistent pas à l'épisode de sécheresse. Depuis le mois de juillet, 3 secteurs sont placés sous surveillance, le débit de ces cours d'eau étant en dessous du seuil critique. La Benoge, le Fier et plus récemment les Drances sont en alerte. Le Chéran est en alerte renforcée. L'état du cours d'eau d'Esus est quant à lui dramatique et affiche un cumulé de 8,5 km de cours d'eau à sec et 7,5 km où l'écoulement se résume à un filet d'eau sur les 46 km de développé du Salève où il prend sa source au Rhône où il se jette en amont de Seyssel. On est dans une phase critique qui a déjà débuté depuis les mois de juillet et août où les pêches de sauvetage ont déjà commencé. On va avoir aussi des pertes d'habitat, donc réduction de la surface en noyer, donc une perte d'habitat pour les poissons, le facteur thermique. Ensuite, les problèmes chimiques, donc avec un manque de dilution des pollutions. Et puis finalement, l'impact le plus important qui va être en dernier recours, ça va être carrément la sec du cours d'eau, où donc là, la fédération et surtout les APPMA, donc les associations locales, interviennent pour sauver les poissons avant la phase la plus critique. Depuis plusieurs semaines, des pêches électriques de sauvetage ont lieu pour sauver les poissons pris au piège dans des trous d'eau. Et l'augmentation de la température de l'eau a favorisé la croissance d'algues. Les us sont en souffrance et ils se chargent de dépôts de limon. L'hiver arrivant et les débits étant aussi faibles, on peut observer des phénomènes de prise en glace si les débits ne remontent pas d'ici l'hiver. Donc on est dans une situation qui est très préoccupante et qui est très inquiétante pour les cours d'eau. Ce long épisode de sécheresse est un signal fort. L'assèchement progressif des us est révélateur d'une augmentation toujours accrue de l'utilisation de l'eau sur un bassin versant qui se transforme. 75% de la totalité des eaux qui devraient arriver aux us sont aujourd'hui utilisées en amont du cours d'eau. Première image forte de ce 10e Festival Lumière. Jean-Paul Belmondo était présent samedi à Lyon pour l'ouverture à la halle Tony Garnier. Au programme, la projection du film de Claude Lelouch, Itinéraire d'un enfant gâté. J'avais l'habitude de venir régulièrement pour les films des autres. J'étais ravi de tous les films que j'ai pu y voir et inconsciemment je rêvais un jour ça m'arrive. Voilà, ben c'est arrivé, donc mon ego est très content, quoi. Mon ego fait la fête ce soir. Et c'est vrai que ces films qui ont résisté au temps, c'est la seule personne qui peut porter un jugement, c'est le temps qui passe. Ça y est, je viens de l'avoir au téléphone, il est bien arrivé et tout va bien. Tu crois qu'on arrivera à le faire revenir un jour? Mais oui, c'est sûr. Je suis très touché, parce que c'est un film que nous avons fait il y a 30 ans. C'est un film qui a rencontré un très gros succès. Et c'est vrai que depuis 30 ans, on nous en parle tous les jours. Tous les jours, ce film a laissé une trace incroyable dans le public en France. Donc, quand on tourne, on ne sait pas ça. On ne sait pas qu'on va laisser un souvenir aussi affectueux, aussi fort. Le Festival Lumière, c'est jusqu'au 21 octobre à Lyon. Rappelons que son prix est décerné cette année à Jane Fonda. Du putt, du bogey et du birdie, le disque golf utilise les mêmes codes et les mêmes règles que son cousin à la petite balle. Ici, pas de green ni de caddie, mais des frisbees et des paniers. Ce jour-là, à Jarry, ils sont une cinquantaine pour la dernière étape du challenge national de ce sport, aux caractéristiques étonnantes. Donc il y a une forme de concentration, de libération, de technique et puis physique, effectivement, ne serait-ce que parce que on s'arrête pas de marcher pendant une demi-journée pour faire un tour, quoi, donc, ne serait-ce que ça. Et puis ça se joue donc à la fois sur la connaissance de soi-même et puis à la fois ça se joue à plusieurs parce qu'on tourne à 4, on échange, on progresse ensemble. Aux manettes de cet Open du Clos Jouvin, les Monkeys de Grenoble, également club d'Ultimate, les Grenoblois ont élaboré un 18 trous récemment homologué. Du départ au panier, les distances peuvent varier de 90 à 250 mètres. C'est un parcours très très complet, où c'est vallonné, il y a beaucoup de coups droits, de revers, tous les coups sont possibles. Et c'est le parcours le plus complet que je connaisse.
peut être dans les bois très serrés, on peut être avec des grandes descentes, des grandes pentes en montagne, on peut être sur des terrains plutôt plats et puis avec des obstacles, ça peut être un terrain de foot, un arbre. C'est vraiment, il n'y a pas de... Bien que pratiqué par 500 000 personnes à travers la planète, le chemin reste long pour voir un jour des disques olympiques atterrir dans des paniers. En attendant, la France remonte son écart avec les États-Unis et l'Australie. En 2018, 22 clubs sont recensés à travers l'Hexagone. Mardi à midi, les services de l'État reçoivent un appel d'un vétérinaire. Un éleveur de Montbrison vient de perdre 100 volailles. Ce mercredi, le bilan monte à 250. Il s'agit bien sûr d'un exercice pour la direction départementale de protection des populations. Si cela arrivait, 3 équipes devraient se rendre d'urgence sur place. Une pour effectuer des prélèvements, une autre pour enquêter sur les derniers déplacements, mouvements sur l'exploitation. La dernière a pour mission d'installer ce rotoluve, des boudins de sable et une bâche étanche remplie de désinfectants. Dans un périmètre de 3 km, tous les véhicules devront y passer pour désinfecter leurs roues. Pendant ce temps, l'exploitation agricole est mise sous arrêté préfectoral. Le virus de l'influenza aviaire a été décelé. Des cas similaires ont déjà été signalés dans le sud-ouest de la France. Désormais, on s'inquiète sérieusement de l'arrivée de la peste porcine. Le but, c'est de rappeler à l'ensemble des éleveurs les mesures de prévention, donc pour éviter justement d'être en situation de crise, et notamment les mesures de biosécurité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rentre dans son élevage, on passe par le sas où on change de tenue, on change de bottes, on se lave les mains. Pour les porcs, on n'introduit pas de l'alimentation qui puisse être contaminée, notamment tout ce qui est eau grasse, de façon à limiter l'introduction donc du virus, cette fois-ci de la peste porcine africaine, donc dans les élevages de porcs domestiques. La préfecture organise plusieurs fois par an des formations pour les agriculteurs. Ils doivent être prêts en cas d'épidémie à utiliser ce genre de dispositif. Là, on est vraiment sur ces routes que j'adore parce qu'elles parlent le langage précis du relief. Quand on parle de festival à Clermont-Ferrand, on pense souvent au court-métrage. Mais c'est sans compter le nouveau festival Filmer le Massif Central, un petit nouveau développé et proposé au public depuis l'année dernière. Pour cette 2e édition, les ethnologues à l'origine du projet ont programmé 6 films qui traitent du Massif Central. Une contrainte géographique imposée pour valoriser les créations artistiques de ce territoire étendu qui peut sembler un peu abstrait pour le public. On peut rappeler quand même que le Massif Central, justement, existe-t-il ? Parce qu'il va du Morvan aux Cévennes, il va de l'Aveyron au Beaujolais, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un peu un challenge et un défi de dire qu'on va non pas faire exister le Massif Central, ce serait impossible et présomptueux, mais essayer de voir s'il n'y a pas une identité ou une entité Massif Central qui effectivement transparaissent dans les thèmes communs avec les films. L'idée générale des films que nous proposons. Point commun entre tous les films, les paysages et la rudesse de la moyenne montagne, avec des thématiques très diverses. Documentaires, fiction traitent de la ruralité, des faits historiques, d'innovation ou de mode de vie. En tant qu'ethnologue, en tant que chercheur, il n'y a pas que l'écrit, il n'y a pas que les thèses, il n'y a pas que les bouquins. Également, le film est un outil de diffusion et d'échange aussi avec les habitants, avec les gens, beaucoup plus simple, beaucoup plus direct et beaucoup plus efficace, on peut dire, que uniquement des livres, dans des articles ou des bouquins pas forcément accessibles. Un melting pot d'images sur notre territoire, si proche et si lointain par moments, mais toujours enchanteur pour un public nombreux. Un public qui s'enthousiasme de participer au débat pour faire revivre cet espace immense, le Massif Central. Vous voulez pas partir? Oh non, moi je veux rester ici. On est né ici. Quand on est né, vous voyez bien les oiseaux, ils sont bons, ils vont passer l'hiver, je sais pas où, et puis ils reviennent de nouveau. Changer de système et non de climat. C'est au rythme des slogans et des tambours que les Grenoblois ont battu le bitume de la ville durant la marche pour le climat.
Après le pique-nique zéro déchet du 8 septembre, les Grenoblois rejoignent le mouvement national pour rassembler. C'est de se sentir moins seul face au désastre, c'est sentir qu'on n'est pas les seuls à être sensibilisés parce qu'on est souvent découragé par le fait de se dire moi je trie mes déchets mais lui il balance ses papiers par la fenêtre de sa voiture. Et non, il faut montrer qu'on est tous sensibilisés, qu'on a tous envie que ça change et que si on y va tous en même temps, on peut faire changer les choses. À l'origine de ces mouvements spontanés, la démission de Nicolas Hulot. Le départ de l'ancien ministre de l'écologie du gouvernement a été ressenti par beaucoup comme un aveu d'impuissance de la part de la classe politique. Je pense que le déclic viendra des gens ou des politiques d'abord? Des gens, ça ne peut pas venir des politiques. Face à l'urgence grandissante, la mobilisation est globale, mais surtout transversale. Citoyens, partis politiques, associations, tout le monde trouve sa place face à l'ennemi commun, le dérèglement climatique. Bon, moi je commence à avoir un peu de bouteille, donc peut-être que je ne verrai pas cette catastrophe. Mais mes enfants, mes petits-enfants, ils la verront. 2100, dans 80 ans, les enfants qui naissent aujourd'hui, ils verront 2100. Mais s'ils voient 3 ou 4 degrés de plus, comment ils vont faire pour vivre? Des actions comme celle-ci, le collectif grenoblois essaiera d'en organiser tous les mois. Objectif, faire comprendre au plus grand nombre que ça chauffe. Gros plan sur l'œuvre de Caro et Genet. À l'occasion du Festival Lumière, le musée de la miniature de Lyon présente une exposition qui plonge dans l'univers des deux réalisateurs, tantôt fantastique, poétique ou absurde. On n'est pas nombreux à avoir un cinéma tellement visuel qu'on peut exposer plein d'objets. Quand on dit objets, c'est pas que des objets, c'est des costumes, c'est des storyboards, des dessins de préparation, voilà. Des dessins, en tout, à la Halle Saint-Pierre, la première exposition, il y avait 300 objets. Là, il doit y en avoir, je sais pas, peut-être 280, quoi. Et photos, etc. Des objets qui ont servi dans les décors d'Alien, Amélie Poulain, Délicatessen ou Un long dimanche de fiançailles. Il y a un objet que j'aime beaucoup, moi, du long dimanche de fiançailles, qui est juste là. C'est une main en bois, et c'est un tel chef-d'œuvre de sculpture et de mécanique. Et les garçons qui ont fait ça, il s'appelle Pascal Molina, le garçon qui fait ça, est tellement doué que moi je suis béat d'admiration devant ce genre de choses. Et il avait fait aussi le petit miroir de la Cité des Enfants Perdus. Depuis leur première rencontre il y a 40 ans, Caro et Genet forment un duo complémentaire. Moi c'était plutôt l'aspect visuel, dessin, le storyboard, les couleurs, les décors, les costumes, les choses comme ça. Et puis Jean-Pierre c'est plus la mise en scène et le travail avec les comédiens. Ouais, c'est vraiment gros. Après... moi je participe aussi au casting, on participe on est en même temps, c'est bicéphale. L'exposition Caro et Genet est à découvrir au musée de la miniature et du cinéma dans le Vieux-Lyon jusqu'au 5 mai.